Bienvenue sur Africa 24 et merci de votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler du Togo et plus précisément de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, cette importante institution qui a été mise en place et qui a travaillé 3 ans durant pour réconcilier les Togolais entre eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui est contenu dans le rapport qui a été transmis le 30 avril dernier au chef de l'État togolais? Autant de questions que nous allons voir avec celui-là qui a conduit cette commission, le président de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, Monseigneur Nicodème Bariga, est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous avez transmis le 30 avril dernier votre rapport général au chef de l'État togolais, M. Faure Gnassingbé. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce rapport? Je pense que la première leçon, c'est que la Commission est quand même parvenue au terme de sa mission, malgré les difficultés. C'était pas évident, c'est ça? Ce n'était pas évident. Et le rapport, si vous l'avez examiné, il est structuré en 3 parties. Dans la première partie, nous avons posé la question du pourquoi. Pourquoi une commission au Togo? Donc, nous avons fait un peu l'histoire des violences qui ont émaillé la vie politique du Togo depuis 1958 jusqu'en 2005. Ensuite, nous avons posé la question du comment. Comment la commission a-t-elle fonctionné? Quelles sont les dynamiques qu'elle a mises en place? Les stratégies qu'elle a adoptées? Et dans la 3e partie, il y a naturellement les résultats et les conclusions, donc les recommandations. Justement, par rapport à chacune de ces parties, j'aurais voulu que vous donniez une réponse. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que l'histoire du Togo, depuis la veille des indépendances jusqu'en 2005 en particulier, a été marquée par des violences récurrentes. Et il n'était pas normal de laisser se perpétuer ce cycle de violence. Ça, c'est pour le pourquoi. Le pourquoi. Et le comment maintenant? Le comment, c'est bien simple. Nous avons eu à déployer un certain nombre d'activités allant des dépositions aux investigations, aux audiences, à l'analyse de la base des données, et pour proposer enfin des mesures de réparation, et donc ce qui aboutit à la rédaction de notre rapport. Et la 3e partie? La 3e partie, ce sont les résultats. Qu'avons-nous trouvé lors de nos investigations? Qu'est-ce que nous avons pu découvrir à travers les audiences et les dépositions également? Bon, cela constituait une première partie de la 3e partie, pour ainsi dire. Ensuite, nous avons vu les recommandations qui se structurent elles aussi en plusieurs parties également. Ouais. Il est difficile de retenir toutes les recommandations tout d'un coup, mais sortez-nous quelques recommandations urgentes. Il est difficile de parler de recommandations qui seraient peut-être urgentes et prioritaires. Elles sont toutes prioritaires, c'est ça? Elles me semblent toutes importantes. Parce que nous avons formulé 4 séries de recommandations. La première qui concerne le respect des droits de l'homme et peut-être eu égard au climat qui prévaut actuellement dans le pays, parlant des droits de l'homme, peut-être les uns et les autres penseront immédiatement à la question de la torture, des traitements inhumains dégradants. Donc je dirais que c'est urgent que le gouvernement mette en œuvre les 13 mesures qu'il a adoptées concernant cette question des traitements inhumains dégradants. La deuxième série de recommandations concerne les réformes institutionnelles. Là encore, nous avons formulé beaucoup de propositions qui nous paraissent importantes. Vous disiez que vous êtes parvenu quand même à aller au bout de cette mission. Quel obstacle il y a eu? Oh, il y en a eu beaucoup. Lesquels, par exemple? Au début, nous nous sommes heurtés à un climat de soupçon généralisé. Que vous soyez de connivence avec les bourreaux, c'est ça? Je ne vous apprends rien. Ici au Togo, c'est la méfiance qui semble être la règle, parce que les compétences, on en a tellement, mais on ne se fait pas confiance. Donc, lorsqu'on a mis sur pied cette commission, beaucoup ont pensé que c'était un peu comme une opération de charme. Mais est-ce que vous dites aujourd'hui, les Togolais ont compris que la commission est venue vraiment les aider? Je l'espère bien. Tout au moins à travers les échanges que j'ai avec certaines personnes qui étaient très réticentes, j'ai vu qu'il y a eu une évolution. Parce qu'en définitive, je crois qu'il ne faut pas juger certaines institutions rien que par ceux qui composent cette institution, mais par les œuvres que ces institutions produisent. Mais pour ce qui vous concerne vous-même, avez-vous des regrets? Oh, quand on mène une mission comme celle-ci, il y a toujours une certaine insatisfaction que l'on éprouve parce que... De quelle nature? Enfin, elle aurait pu réussir davantage. D'abord, je disais qu'il y avait un climat de soupçon, de grandes réserves. Les choses auraient pu évoluer davantage si au départ nous avions été suffisamment soutenus. Et puis il y a le fait également que
la participation des auteurs présumés a été marginale. On aurait vraiment souhaité que ce que on considère comme les auteurs puissent reconnaître les faits et demander pardon. Et ça, c'est du fait de qui? Je pense que dans un processus de réconciliation, il s'agit toujours d'un obstacle. L'Afrique du Sud a essayé de contourner cela en promettant l'amnistie en cas d'aveu complet. Nous, on n'avait pas promis d'amnistie, alors vous comprenez qu'un bourreau qui vient comme ça se dénoncer tout seul, sans savoir même les suites qu'on donnera à son aveu, ce n'est pas si évident que cela. Ça peut être un obstacle pour la suite? Nous avons prévu pour la suite ce qui rentrerait dans les perspectives ou dans la dynamique de la réconciliation et qui reconnaîtrait les faits puissent bénéficier de mesures de clémence pouvant même aller jusqu'à une amnistie conditionnelle. Les commissions vérité, justice et réconciliation aussi, on en voit beaucoup sur le continent. Maintenant, est-ce que vous pensez que vraiment une institution de cette nature-là peut réellement apaiser les peuples en Afrique? Il faut interroger un peu l'histoire et voir les résultats qui ont été atteints par certaines commissions. Le cas de l'Afrique du Sud est très connu parce que ça a été très médiatisé. Le Maroc a pu également faire une transition sans difficulté grâce à cette commission. Le Ghana a connu la même chose, d'autres pays comme le Libéria, la Sierra Leone. Je pense qu'il s'agit d'une nouvelle dynamique qui se crée et qui a beaucoup d'avantages, mais qu'on ne doit pas considérer comme une panacée. Je voudrais donc insister beaucoup sur le fait qu'il s'agit d'une dynamique de transition. Et dans cette dynamique-là, toutes les institutions sont appelées à faire l'effort nécessaire. Parce que ce serait trop facile de décharger tout le poids d'une transition sur une petite commission. Est-ce que vous pensez que le fait que la commission soit dirigée par un évêque, un religieux, constitue un atout pour l'aboutissement de cette commission? Dans certains cas, cela représente un atout. De quelle nature? Probablement qu'ici au Togo, ce sont les populations qui ont souhaité que ce soit un religieux à la tête de la commission, non pas forcément un évêque. Ça aurait pu être aussi un imam ou un pasteur protestant. Mais le fait qu'il fasse plus confiance à un homme religieux, je pense que c'est un atout, parce qu'en définitive, c'est cette confiance-là qui est la clé de réussite d'une commission. Mais quand on observe bien les travaux, ce que vous avez fait, c'est à la limite du politique. Et on se demande même, qu'est-ce qu'un homme de Dieu, un religieux comme vous, qu'est-ce que vous cherchez dans ce milieu politisé, j'allais dire? Je ne suis pas allé de ma propre initiative, j'ai été sollicité. Et j'ai trouvé que si les populations, si le peuple, si le gouvernement fait appel à l'Église, donc à ma personne, je ne devrais pas refuser. Donc la responsabilité est très grande. Mais la responsabilité, elle est énorme. Et c'est vrai, la place d'un évêque n'est pas dans une arène politique. Et d'ailleurs, je suis très heureux d'avoir terminé cette mission qui me permet maintenant de me retirer et de me consacrer à mes activités qui sont d'ordre pastoral. Très récemment, vous avez porté une lettre de l'Église au président en exercice de l'Union africaine sur la gouvernance, une meilleure gouvernance en Afrique. D'abord, qu'est-ce qui a motivé cette démarche? Nous lui avons apporté 2 messages. Le premier est un message spécifique des églises ou bien de l'église en Afrique. Il s'agissait, j'allais dire, d'un message de solidarité vis-à-vis des responsables politiques de l'Afrique. Et dans ce message, nous avons beaucoup insisté sur 3 concepts qui nous paraissent clés, des concepts clés pour avoir la consolidation de la démocratie et l'apaisement de nos peuples. Il y a d'abord le bien commun qui doit être au-dessus des intérêts partisans. Il y a ensuite la bonne gouvernance qui a aussi ses principes et ses mécanismes. Et il y a ensuite les transitions démocratiques et les élections. Nous pensons au niveau de l'Église que si nos dirigeants s'en tenaient à ces principes-là, la paix serait beaucoup plus réelle dans nos pays. Voilà pour le premier message. Le deuxième concerne la charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance, la charte qui a été adoptée à Addis Abeba en janvier 2007. Une charte faite par l'Union africaine et qui a du mal à être ratifiée par les États africains. Donc nous étions porteurs de ce message-là aussi parce que nous estimons que cette charte peut contribuer réellement à enraciner l'état de droit dans nos pays africains. Est-ce que c'est parce que vous avez senti venir une menace? Au fond, c'est une initiative que l'Église a prise depuis bien longtemps.
Mais les événements récents nous ont poussés à faire cette démarche avec une certaine urgence. Ceux-là qui dirigent l'Afrique aujourd'hui, des pas que chacun pose, est-ce que vous vous dites il y a moyen d'espérer? Bien sûr qu'il y a moyen d'espérer. Bon, justement, l'espérance, c'est justement l'attitude que l'on a devant des difficultés, parce qu'on sait que la victoire est au bout de la lutte, du combat. Bon, si c'était si simple, bon, l'espérance serait peut-être même inutile. Nous espérons, non pas parce que les enjeux sont de moindre importance maintenant, mais parce que nous croyons fermement aussi aux capacités des Africains de se relever et de construire une société digne de l'Afrique. Monseigneur Nicodème Bariga, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez été le président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous en prie. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Merci.